Le thème 5 du cours porte sur les applications de l'électromagnétisme. La première application, celle qui est décrite dans ce carnet, est le calcul du champ magnétique produit par une boucle de courant. Cette boucle de courant est située dans le plan XY et est centrée à l'origine. Elle possède un rayon A qui sera mis à l'unité dans le programme qui suit, et un courant I. On sait comment calculer le champ magnétique le long de l'axe des Z dans ce problème, vous l'avez déjà fait sans doute. Maintenant, on va le calculer dans le plan XZ, donc en dehors de l'axe. À cause de l'invariance par rotation, on peut choisir n'importe quel plan qui contient l'axe des Z, et ici on choisit de poser Y égale 0. La loi de Biot-Savart qui nous permet de faire le calcul est donnée ici, donc on a une expression pour le vecteur B en fonction d'une intégrale. Donc dans cette expression, R est le point d'observation, c'est ce point d'observation qui va être situé dans le plan XZ, alors que R' est situé le long de la boucle, et donc on doit intégrer le long de la boucle, ce qui se fera en coordonnées cylindriques, donc on va exprimer R' en fonction de l'angle azimutal phi. Donc dans cette expression, X chapeau, Y chapeau sont les vecteurs unitaires, bien sûr, dans les directions X et Y, et phi va de 0 à 2π, ce qui couvre l'ensemble des points de la boucle. Le point d'observation, lui, sera plutôt donné par cette expression, et bien sûr, X et Z sont des constantes en ce qui concerne cette intégrale. La différentielle dr', qui est en fait dirigée le long de l'anneau, le long de la boucle, va avoir l'expression suivante, ça se calcule directement à partir de cette expression. Et le produit vectoriel qui apparaît au numérateur ici va avoir l'expression qui est ici. D'accord? Donc il suffit de développer le produit vectoriel. L'intégrale comporte aussi bien sûr un dénominateur qui est donc le cube de la distance entre le point d'observation et le point de source. Et donc ce R carré, enfin le R carré est donné par cette expression ici, et on remarque que c'est une fonction paire de l'angle phi, ce qui fait que lorsqu'on intègre de 0 à 2π contre quelque chose qui est impair, comme ça ici, on va obtenir 0 nécessairement. Ce qui veut dire que le champ magnétique dans le plan Y égale 0, donc dans le plan XZ, n'a pas de composante en Y, donc il va être contenu entièrement dans ce plan. Donc on doit s'occuper de l'intégrale de la composante en Z et de la composante en X, qui est donc donnée par cette expression, ou ces expressions qui sont ici. D'accord? Donc voyons voir comment ça se calcule en pratique dans ce programme. Donc on va, premièrement on suppose que A est égal à 1, on va se choisir un espacement, une grille de points dans le plan XZ, donc on va supposer qu'ils sont espacés de H, donc de 0.1, on va adopter un certain domaine, donc une demi-longueur du domaine en X, et une demi-longueur du domaine en Z, qui est 2 fois plus grande qu'en X, et on va faire passer la grille donc de moins Lx à plus Lx et de moins Lz à plus Lz, comme ça. On adopte ici donc des points qui sont séparés de h et qui comprennent les deux extrémités, d'où le fait qu'on ajoute un h sur 2 par sécurité ici pour s'assurer d'avoir les deux extrémités. Bon. Ensuite, on va initialiser à 0 des tableaux qui contiennent les valeurs des composantes x et z du champ magnétique, donc pour chacun des points de cette grille. Le point d'observation va être un vecteur R ici qu'on initialise à 0. Donc il faut faire une intégrale, et il faut faire l'intégrale avec un intégrant. Il faut définir donc l'intégrant pour la composante en x et pour la composante en z. On les appelle comme ceci, f parce que c'est une fonction qui va être donnée à la routine d'intégration que l'on connaît déjà, quad. Donc f et fbx est fonction de l'angle phi, et a comme paramètres x et z qui sont les composantes du point d'observation. Donc on définit R' ici tout simplement. On définit R, le point d'observation, la différence entre les deux. On calcule la norme du vecteur R, et l'intégrant est simplement donné par le cosinus de phi fois z fois divisé par le cube de la distance. Voilà. Et on retourne cet intégrant i
Pour la composante en z, c'est presque pareil. La différence est bien sûr la dernière ligne où on retourne maintenant 1 moins x fois cosinus de phi. Donc ça suit exactement les expressions qui sont données ici en posant a égale à 1. On va aussi supposer que le fil de la boucle a un certain rayon qu'on pose ici égal à 0,1. Pourquoi? Parce que bien sûr, il y a une divergence ici lorsque le point d'observation s'approche trop du fil. Évidemment, il y a une divergence en 1 sur r cube. On veut éviter cela dans le calcul et dans les graphiques. Donc, on va supposer que si le point d'observation est trop rapproché, enfin plus rapproché que 0,1 du fil, eh bien, par définition, on posera que le champ magnétique est égal à 0. Donc ensuite, on doit faire une boucle. Une boucle sur toutes les valeurs de x, c'est-à-dire du tableau des valeurs de x, qui est défini ici, et une boucle sur les valeurs de z. Donc deux boucles imbriquées, c'est ce qu'on fait ici. Alors on utilise la fonction enumerate pour avoir accès à l'indice de x et à la valeur de x en même temps, c'est commode. On fait la même chose pour z, donc l'indice de z dans le tableau, ainsi que la valeur de z. Si la valeur de x, c'est-à-dire si la distance, qu'on calcule ici comme étant x moins 1 au carré plus z au carré, donc c'est la distance entre le point d'observation et le côté droit de la boucle, parce que la boucle coupe le plan xz en deux points qui sont situés à x égale plus 1 et x égale moins 1. Donc, si on est trop près de ce point x égale 1 ou x égale moins 1, c'est-à-dire ça ici, eh bien, on décrète que le champ à ces endroits-là est égal à 0. Sinon, on fait le calcul avec la fonction quad qui a été importée ici de SciPy Integrate. Okay, donc, je fais référence au premier thème du cours pour une révision sur l'intégration. Donc, dans l'intégrale, on donne comme premier argument de cette fonction quad, on donne l'intégrant. Ensuite, le domaine, donc c'est de 0 à 2pi. Et on doit spécifier les arguments de l'intégrant qui ne sont pas la variable d'intégration. Donc, cette fonction, donc fbx ou fbz, ces deux fonctions possèdent des paramètres x et z qui sont les coordonnées du point d'observation et qui doivent être spécifiés. Et qui, en fait, bien sûr, sont les valeurs qui sont ici, doivent être spécifiées pour que l'intégrale, bien sûr, puisse se dérouler, puisse être effectuée correctement avec les bons paramètres. Donc, on se trouve à avoir calculé donc, toutes les valeurs du tableau bx et bz dans cette boucle, et à la fin, on fait simplement les sauvegarder donc, dans deux fichiers qu'on appelle bx.dat et bz.dat pour référence future, dans le but de ne pas avoir à calculer, bien sûr, ces valeurs à chaque fois que l'on fait un graphique. Donc je pourrais simplement lancer le calcul. Donc le calcul n'est certainement pas instantané parce qu'à chaque point x et z d'un tableau, il faut effectuer une intégrale, donc ça prend un certain temps. Je le laisse aller et je vais me concentrer sur le graphique des lignes de champ. Dans ce cas-ci, donc, on va utiliser quelque chose qu'on a rapidement vu qui s'appelle Streamplot, qui permet de calculer des lignes de champ. On va charger en mémoire les tableaux que l'on a déjà calculés à l'étape précédente, donc bx.dat, bz.dat sont les fichiers qui les contiennent. On va encore une fois répéter la même chose qu'avant, donc il y a un peu de répétition ici. Évidemment, si on a déjà effectué le calcul et que les données sont déjà en mémoire, on n'a pas besoin d'évaluer ces trucs-là, mais c'est pas très long. Il faut simplement s'assurer que c'est exactement les mêmes lignes de code que ce qu'on avait dans la cellule de code précédente, donc ce qu'il y avait ici, d'accord? C'est une répétition. Ensuite, donc, on va afficher, juste pour référence, la section ou la coupe de la boucle. J'ai dit que le plan XZ coupait la boucle en deux points, donc je fais une espèce de graphique bidon ici, simplement pour afficher les points d'intersection, donc avec les points moins 1, 1, et 0, 0, donc ça ce sont les valeurs de x, ça ce sont les valeurs de z pour les deux coupes, et je demande d'avoir, donc de représenter ces points par des disques noirs avec une taille de symbole égale à 10 pour que ce soit suffisamment gros.
Ensuite, je définis les limites en X et en Z, en X et en Y du graphique, parce qu'évidemment ici, Y, c'est Z. Hein, je fais un graphique dans le plan XZ, mais enfin, l'axe vertical, on l'appelle toujours Y dans ces routines graphiques. Je demande que le rapport d'aspect soit toujours égal à 1, bien sûr, et donc je fais le fameux streamplot, donc où je donne la composante en X et la composante c'est-à-dire la composante en X et la composante en Z du vecteur que je veux afficher avec les valeurs de X et les valeurs de Z. Donc c'est la syntaxe de cette fonction streamplot. Et voilà, donc lorsque j'exécute cette fonction, j'obtiens ce graphique ici. Donc on voit l'anneau qui est coupé par le plan XZ ainsi que les lignes de champ qui apparaissent. Donc tout ça est tout à fait conforme à l'intuition. D'autres façons de mettre ou de porter en graphique ce champ vectoriel, bon, il y en a d'autres. Il y a une fonction qui s'appelle Quiver dans Matplotlib qui va prendre les mêmes arguments que la fonction streamplot, mais qui va plutôt montrer un petit vecteur à chaque point. D'accord? Donc, évidemment, il faut spécifier ici certaines options. Par exemple, on veut représenter le vecteur comme étant situé Enfin, le centre de la flèche est situé au point d'intérêt. On peut spécifier la couleur aussi. Donc, ça donne ceci. Je trouve ça moins pratique, bien sûr, parce que la grandeur du vecteur change beaucoup. Donc, on peut faire un zoom ici. C'est pas très net. Si on le portait en PDF, ce serait bien sûr beaucoup plus net. Mais c'est un peu plus difficile à lire parce que la grandeur du vecteur tombe rapidement lorsqu'on s'éloigne de la boucle. Une autre façon de représenter le champ serait d'en porter en graphique uniquement la grandeur. Donc ici, je fais un graphique contour. On a déjà vu ça dans le premier thème. Donc encore une fois, je vais utiliser les coordonnées X et Z et les tableaux qui contiennent les coordonnées X et Z, pardon, et je vais ici porter en graphique la grandeur du champ magnétique. Donc on voit ici que essentiellement, donc ça tombe assez rapidement. C'est un graphique couleur, bien sûr, ça tombe assez rapidement lorsqu'on s'éloigne des fils de la boucle. Voilà, donc on va réutiliser ces données dans le prochain exemple qui va consister à calculer le mouvement d'une particule chargée dans une bouteille magnétique. Je vous remercie de votre attention.